Alors, est-ce que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz nous réservent un nouveau banger? Parce que oui, c'est bel et bien l'une des deux affiches des demi-finales aux ATP Finals édition 2023. Et pour le coup, je me suis totalement trompé. Autant j'avais bien senti Novak Djokovic sortir second de son groupe, mais je voyais pas du tout Carlos Alcaraz sortir de sa poule, encore moins premier et encore moins avec son démarrage assez lent contre Alexander Zverev et cette défaite en 3-7. Et c'est bel et bien cette affiche qu'on aura pour notre plus grand plaisir. On en salive déjà d'avance. Le point commun entre les deux joueurs, c'est qu'ils ont chacun 2 victoires et une défaite. Pour Djokovic, c'était contre Yannick Sinner, c'est déconvenu, et pour Carlos Alcaraz, c'était contre Alexander Zverev. Et personnellement, je trouve le Joker légèrement émoussé, ce qui est tout à fait normal. Il a clairement rempli le contrat en cette saison 2023, en gagnant 3 grands chelems, en redevenant numéro 1 mondial et en consolidant cette première place mondiale pour la 8e fois en fin de saison. Mais ce qui fait que ses objectifs étaient ailleurs cette saison, que remporter un 7e trophée aux ATP Finals, c'est ainsi dépasser Roger Federer. Après, bien évidemment, s'il y arrive, il est toujours en lice, c'est que du bonus, comme il l'a dit, mais il a clairement marqué ses motivations pour cette fin de saison, la première place mondiale et la Coupe Davis. Côté Carlos Alcaraz, après cette défaite d'entrée contre Alexander Zverev, il a su se remobiliser contre Rublev et Medvedev. Est-ce que ça sera suffisant contre Novak Djokovic? C'est vrai que c'est compliqué, on sent que les deux joueurs, ils sont un petit peu en bout de course en fin de saison, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que si Carlos Alcaraz venait à imposer un combat physique au Serbe, le Joker pourrait lui tenir tête ou pas? J'ai du mal avec mon pronostic, j'ai du mal à me mouiller, je vais donner un léger avantage à Carlos Alcaraz dans cette affiche et une victoire en 3-7. On va décortiquer ça ensemble, je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. Bon, Djokovic, il a bien le droit d'être fatigué un petit peu en cette fin de saison parce que cette saison 2023, elle est tout simplement monumentale. 53 victoires, 6 défaites avec un 4e petit chelem après 2011, 2015 et 2021. Et surtout, cette saison, en faisant son petit chelem, c'est là qu'il a concédé le moins de 7 pour le faire par rapport à ses 3 saisons précédentes. Donc ça, c'est très très fort. Au passage, il a gladé 2 autres trophées en Masters 1000 à Cincinnati et au Rolex Paris Masters. Il s'est assuré pour la 8e fois de terminer l'année à la première place mondiale. Et là, ça va être mon avis, mon analyse. Même si Novak Djokovic a peu joué, c'est quand on le voit, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut déboulonner ce bonhomme? Il a 36 ans, il est toujours aussi fringant. Je pense quand même que le Serbe finit un petit peu sur les rotules, un petit peu fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait un cahier des charges un petit peu ambitieux sur cette saison 2023 avec pas mal d'objectifs. Il les a tous atteints, rattrapés puis dépassé Rafael Nadal en titre de majeur. C'est chose faite maintenant avec 24 titres du Grand Chelem, le fait de redevenir numéro 1 mondial. Ce qui fait qu'il a atteint tous ses objectifs. Quand il arrive aux ATP Finals, il savait qu'il avait qu'un seul match à gagner pour consolider cette première place mondiale. Depuis quelques semaines, il n'arrête pas de parler de la première place mondiale, la Coupe Davis. À aucun moment, il dit « j'ai envie de dépasser Roger Federer en nombre de titres aux ATP Finals, mon objectif c'est Turin, c'est Turin, c'est Turin ». Non, il dit pas ça. Même si certains pensaient qu'il faisait un petit peu de la langue de bois, je pense qu'au contraire, vraiment, il affichait les couleurs, il affichait ses vrais objectifs et que derrière, pour lui, c'était que du bonus. Et là, c'est super, parce qu'il est encore en lice pour décrocher un 7e titre aux ATP Finals. Et je pense pas forcément que c'est là qu'il avait envie de s'entretuer dans cette semaine. Et c'est vraiment ce qu'on a vu et ce que j'ai ressenti tout au long de ces matchs. Même après sa victoire contre Hurkacz, on se sentait déjà vraiment focalisé sur la Coupe Davis. C'est pourquoi, lorsque j'ai fait ma vidéo de tirage au sort, je ne voyais pas s'imposer dans le tournoi des mondes. Donc là, bien évidemment, à voir ce que ça va donner. On va reprendre le déroulé de sa semaine où il a concédé un set à chaque rencontre. Il a passé 8h13 sur les cours. Contre Holger Rune, ça fait 7-6, 6-7, 6-3. On a eu un match de très bonne qualité. On sait que le Danois a les armes pour perturber Djokovic avec sa puissance du fond du court des deux côtés, de le déloger de sa zone de confort. Il est capable également de varier. C'est exactement ce qu'on a vu avec un très bon service de la part du Danois. 18 aces, il était vraiment en forme. On sent que Boris Becker, petit à petit, il pose les bridges et ça fait la différence alors qu'il était fantomatique depuis Wimbledon. On le revoit un petit peu à son niveau du premier semestre. Donc à voir quand il sera vraiment en forme en 2024, ça peut être vraiment très prometteur. Par contre, il manque un petit peu de structuration dans son jeu où il ne va pas faire forcément les bons choix au bon moment. Des fois, un service volé sur son rond de balle, quand c'est un moment où tu dois sauver une balle de break, c'est pas le meilleur des moments, je trouve, Holger. Donc là, il va vraiment devoir organiser un petit peu toutes ses idées dans sa tête et Boris Becker va lui donner des plans clairs, des consignes justement pour s'imposer, parce que le but d'un match de tennis à la fin, c'est de gagner ton adversaire. Donc de voir comment il peut structurer tout ça dans sa tête. Djokovic qui a su exposer également les lacunes à la relance côté coup droit de Holger Rune, qui a eu du mal dans ce compartiment du jeu là, et surtout le Danois qui physiquement il est capable de tenir la dragée haute sur de longs échanges, mais derrière il avait du mal à récupérer, ce qui fait que dès qu'il y avait un long échange, ensuite c'était très très compliqué pour Holger Rune d'enchaîner, et souvent il allait à la faute, et le finish, c'est bien Djokovic qui le prend avec un match où il gagne en 3-7 qui fait plus de 3 heures, mais c'était d'un très très bon niveau, et Djokovic pouvait être satisfait de cette performance parce que forcément de son côté il y avait de la tension pour acquérir et consolider cette première place mondiale. C'est pourquoi il a manqué un petit peu de réalisme. L'inverse de son match contre Yannick Sinner, où là il perd, sachant que Yannick s'impose 6-4, 6-7, 7-6, ça a été un très très bon match, et pour moi c'était vraiment le test pour Yannick Sinner.
On sait qu'il avait battu ses démons contre Daniil Medvedev 2 fois de suite là, alors que c'était un petit peu sa bête noire. Et j'attendais de voir ce que Sinner pouvait mettre en place pour faire déjouer Novak Djokovic par rapport à ses nouvelles armes. Et on a vu toutes ces nouvelles armes en lumière, son service, franchement ultra percutant sur sa première balle. Il se fait breaker qu'une seule fois dans le tie-break. Il arrive à trouver les bonnes premières au bon moment pour faire après du service plus simple. Également, dans ces petites variations, notamment le fait qu'il est capable de changer de direction, d'attaquer longue ligne avec son revers et ne pas s'entêter dans cette diagonale revers où Djokovic va justement rediriger, absorber cette puissance. Et surtout côté coup droit. Parce que Djokovic, dans ce match-up, il va tendance à avoir joué sur la diagonale de Yannick Sinner côté coup droit, parce qu'on sait qu'il manque un petit peu de patience, que sa sélection de coups n'est pas forcément la meilleure et qu'il va aller à la faute rapidement. Là, il a été capable de challenger Djokovic du fond et de s'imposer. Donc l'Italien, il se fait breaker qu'une seule fois, c'était dans le 3e set, à la fin du match, voilà, où il devait quasiment conclure. Ça a été compliqué, mais il se reprend bien au tie-break. Donc franchement, une très très belle performance de Yannick Sinner. Et en plus, Novak Djokovic, si on regarde ses statistiques en phase de poule, lors des premiers matchs, c'est 15 victoires, 1 défaite, mais au second match de poule, c'est 8 victoires pour 8 défaites. Et enfin, son dernier match, là où il n'avait plus forcément son destin entre les mains, contre Hubert Hurkacz, le remplaçant, ça fait 7-6, 4-6, 6-1. Donc on a eu un Djokovic qui semblait un petit peu lent, je trouve, dans ses ajustements, dans ses déplacements. Il a eu du mal à lire le service de son adversaire. Il ne le breakera qu'à partir du 3e set, où ensuite il va dérouler. Au début, Hurkacz vraiment serre le feu, on arrive au tie-break et là il s'écroule totalement, notamment côté coup droit. Ça faisait penser un petit peu à ce qu'a fait Alexander Zverev contre Daniil Medvedev, parce qu'il manque de fiabilité sur son coup-là. Il a tendance à aller un petit peu trop à la faute. Il a fait pas mal de bad dans le second set. Il prend le jeu de son adversaire blanc où Djokovic va finir sur une double faute. Et ensuite, 3e set, quand Djoko trouve la parade à la relance, il n'y a plus personne. Mais un match encore compliqué, poussif pour Novak Djokovic, ce qui fait que pour moi Djokovic est tout autant sur les rotules que ses principaux concurrents. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est sa gestion des moments clés dans un match. En effet, maintenant il peut se permettre de dérouler sur ses jeux de service avec les progrès qu'il a fait. On le sait maintenant, voilà, il a choisi la voie de l'offensive, il sert beaucoup mieux, ce qui fait que ses jeux de service peuvent aller assez rapidement et il va pas forcément chercher à breaker ses adversaires lui très rapidement, mais il va attendre la fin de set, le petit moment où il va mettre l'accélérateur et ça fait la différence. Après, dans son fond de jeu, on voit qu'il a manqué de pas d'ajustement, que derrière il était un petit peu lent, notamment côté revers où il a fait quelques vilaines fautes, mais au service ça part tellement bien. 36 days sur 3 matchs, c'est très très costaud. Par contre, là où la fraîcheur physique et mentale pèse un petit peu, c'est dans son réalisme. 39% de break convertis. On a senti Djokovic faire des erreurs à des moments qu'il ne faisait pas forcément dans le reste de l'année. C'est pourquoi je te rappelle ses objectifs, le fait que ça ne soit pas forcément sa priorité, que du bonus. Je trouve que ça se retranscrit parfaitement dans ses performances qui nous montrent, même s'il y a quand même eu 2 très gros matchs contre Holger Rune et contre Yannick Sinner. Par rapport à ses statistiques en demi-finale aux ATP Finals, c'est une victoire pour 3 défaites. Et là encore, certes, je te dis que Djokovic est un petit peu en bout de souffle, en bout de course, mais il est encore en lice pour décrocher un 7e titre au Masters. Au fait, nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Sache que si ce genre d'analyse, ce genre de preview, où on te décortique un match et on te dit ce que chaque joueur va mettre en place pour faire déjouer son adversaire, c'est le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, prends ta raquette et fais ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner. Et c'est ce que je suis en train de te dire, t'apporte de la valeur, je t'invite à liker cette vidéo parce que nous, derrière, tu connais l'algorithme YouTube, ça nous permet d'être mieux référencés, de recommander ce contenu à d'autres spectateurs qui sont intéressés par ce genre d'analyse. Et également, nous, c'est un indicateur pour savoir si tu as aimé ou non cette vidéo. Carlos Alcaraz, sa saison 2023, elle est tout autant exceptionnelle, 65 victoires, 11 défaites. Par contre, il y a eu 2 saisons, en une saison, il y a ce premier semestre avec ce titre à Wimbledon et ces 2 Masters 1000, Madrid et Indian Wells, et notamment 47 victoires pour 4 défaites, qui est totalement immaculé. Et ensuite, il y a un petit coup de mou, un petit coup d'arrêt après Wimbledon, la faute à un titre qui n'a pas été digéré, il n'a pas pris le temps de se poser, de refaire du jeu, sachant que c'est 16 victoires pour 6 défaites. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il est arrivé en forme aux ATP Finals avec 2 défaites consécutives contre Dimitrov et contre Safiullin. Il a enchaîné contre Alexander Zverev, une autre déconvenue. Et on a vu un Carlos Alcaraz qui peinait, qui avait un petit peu le syndrome Nadal d'avoir trop forcé en début de saison et après le gazon terminé, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il avait énormément donné, que ce soit sur terre battue, sur dur et sur gazon, où il a fait vraiment une grosse performance pour venir à bout de Novak Djokovic en 5-7. Il a montré toute sa panoplie, toutes ses variations, également ses progrès au service et à la relance. Et derrière, il a enchaîné directement avec la Hopman Cup, grave erreur. Ensuite, il a continué à jouer. Et il y a ce tournoi un petit peu à Cincinnati en finale où je trouve qu'il fait pas un très bon tournoi. Et pourtant, il va arriver à plus qu'inquiéter Novak Djokovic. Il a ça vraiment de gagner, il va finir par s'incliner et ensuite ce n'est plus tout à fait le même, il va manquer un petit peu cette folie, cette créativité, il va s'entêter à frapper fort dans la balle, côté coup droit ça va énormément sortir et ses adversaires vont commencer petit à petit à museler ces variations, cette créativité, ce qui fait qu'on a un Carlos Alcaraz qui était résumé
à frapper fort dans une balle et plus ça sortait, plus il frappait fort. Et au final, au début d'année, c'était vraiment une anomalie de voir Carlos Alcaraz perdre et c'est devenu une banalité dans ce second semestre de l'année 2023. Comme je te le rappelle souvent, il y a 2 facteurs qui expliquent ce déclin. Bon, au-delà du manque de fraîcheur physique et mentale, c'est également la qualité de son service, sachant que c'était 75% de points gagnés sur sa première balle. Sur le premier semestre, il est passé à 69%, et surtout sur le premier semestre, il était ultra réaliste, 48% de balles converties, et il est passé à 31%. Donc on sent un Carlos Alcaraz qui n'a pas pu maintenir ses standards au service, et surtout, dès qu'il se procurait des opportunités, on se rappelle de ce match contre Yannick Sinner à Pékin, on n'arrivait pas à les faire, parce qu'il manquait ce petit influx, ce petit supplément d'âme qu'il avait en début de saison. Il a passé un petit peu plus de 5 heures sur les cours et il a concédé 2 sets, c'était contre Alexander Zverev. Si on reprend un petit peu le déroulé de son tournoi, lui, contre Zverev, l'Allemand s'impose 7-6, 3-6, 6-4. Alexander Zverev a breaké d'entrée dans chaque manche. Il n'y a que la première manche où Carlos Alcaraz arrive à refaire son retard et prendre le tie-break. Où il y a eu un Allemand qui a été impérial sur son service, 77% de première balle. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est très très compliqué de pouvoir manœuvrer les engagements de ton adversaire. On a eu un Carlos Alcaraz qui là encore semblait un petit peu sur les rotules. C'était compliqué pour lui physiquement. Je trouve ce match, c'est là où il a été le plus marqué. Après beaucoup de fautes, beaucoup de déchets, le service qui n'était pas aussi bien que sur ces 2 matchs d'après, et Alexander Zverev en a vraiment bien profité. Par contre, ça c'est vraiment les champions qui font ça. Il a réussi à se remobiliser, sachant que c'était sa première participation aux ATP Finals. Il voulait à tout prix bien faire. Contre Andrei Rublev, c'est beaucoup mieux. 7-5, 6-2. Un match ultra rapide qui a duré jusqu'à 5-5. Les 2 ont tenu leur engagement. Et derrière, Carlos Alcaraz a su faire la différence face à Rublev qui était un petit peu paralysé par l'événement. Et dans ces conditions rapides, il n'arrivait pas à imposer son jeu. On sait qu'il a des lacunes sur ce côté revers, notamment avec un rebond bas où il a du mal à changer de direction. Pareil, avec les services d'Alcaraz qui a très bien servi, il a eu du mal à retourner. Et Alcaraz, lui, se régalait sur les secondes de son adversaire. Et enfin, son match contre Medvedev, une victoire 6-4, 6-4, où le Russe, s'il prenait un set, aurait pu terminer premier de la poule et il aurait pu même éliminer Alcaraz s'il venait à s'imposer et que Zverev s'imposait contre Rublev. Ça n'a pas été le cas. On a eu un début de match très intense entre les 2 joueurs et Alcaraz s'est détaché et je trouve que Medvedev, il n'a pas trouvé la parade. Il a lâché un peu d'influx. Il s'est dit, je vais pas tout donner dans ce match, contrairement à Yannick Sinner contre Holger Rune, et il n'a pas forcément montré sa meilleure copie. Un break dans chaque set, un très bon jeu de retour dans le premier set d'Alcaraz. Dans le deuxième, Medvedev lâche un petit peu sur son jeu de service, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Mais ça n'a pas été le Medvedev qu'on a eu sur ces matchs contre Rublev et Zverev, je trouve, même s'il me dit que il pense qu'il a bien joué, qu'il a mieux joué que lors de son match contre Zverev. Je trouve qu'il s'est pas donné à fond, il a gardé de l'influx pour ce match qui l'attend contre Yannick Sinner et c'est tout à son honneur aussi de gérer ses énergies. Mais Alcaraz quand même qui a été très très bon. Et c'est là que c'est compliqué d'évaluer un petit peu le niveau de Carlos Alcaraz parce qu'on sait qu'il arrive avec cette fatigue, ça s'est montré contre Alexander Zverev. Après il y a eu ce match contre Rublev, contre Medvedev, je ne sais pas si c'était vraiment trompeur. Je trouve qu'il a été beaucoup plus impactant au service, à la volée, côté coup droit aussi, où il a su faire mal à ses adversaires, trouver le bon équilibrage entre l'agressivité et le contrôle. Mais j'ai quand même un point d'interrogation sur le niveau qu'il nous a réellement montré par rapport à ce match contre Medvedev. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Alcaraz ou au contraire est-ce que c'est un petit peu un trompe-l'œil par rapport à ses performances qu'il ne faut pas oublier, récentes, et le fait qu'il était un petit peu en bout de course en arrivant aux ATP Finals. Au niveau des clés tactiques, il y a 2 partout entre les 2 hommes, une 2-1 en 2023 pour Novak Djokovic. Donc qu'est-ce que vont devoir faire les 2 joueurs pour faire déjouer leur adversaire? À chaque fois, on a des très très bons matchs. Wimbledon à Cincinnati, même quand Carlos Alcaraz n'arrivait pas dans les meilleures dispositions, il était à ça de gagner contre Novak Djokovic à Cincinnati, donc c'est dire le fait qu'il peut inquiéter le Serbe, même si là c'est une surface rapide. Donc Alcaraz, il va devoir dominer la dynamique du service et du retour. Ça va être compliqué sur une surface avec un rebond beaucoup plus bas, sachant que son titre, notamment sur seconde balle, va beaucoup moins prendre. Donc Djokovic va un petit peu plus l'embêter, il va être moins gêné avec ce rebond haut, ou notamment sur son côté revers. Côté avantage, ça faisait une balle courte et Alcaraz pouvait attaquer cette balle. Mais je trouve qu'Alcaraz, il a bien cerné contre Rublev et contre Medvedev. Il faudra voir les directions qu'il choisit. Je pense que côté égalité, il faut aller sur le coup droit de Djokovic et côté avantage sur son revers pour essayer de se procurer derrière une balle pour taper en coup droit et faire marcher le service puissant de Carlos Alcaraz. Je veux dire qu'il est très très fort dans ça. Après, qu'est-ce qu'il peut mettre en place du fond du court? Je pense que tenir la diagonale revers, ça va être important. Changer de direction dès que possible, comme l'a fait Yannick Sinner. Également le slice sur le revers de Novak Djokovic pour se procurer une balle courte, décaler, attaquer avec son coup droit sur le coup droit de Novak Djokovic. On sait qu'il va devoir être patient, qu'il va devoir mieux gérer sa sélection de coups, ce qu'il a eu du mal à faire avec cette période de fatigue. Il ne va pas devoir chercher à frapper fort. Certes, il a une puissance pour déloger Novak Djokovic de sa zone de confort, donc ça c'est bien, mais il devra trouver encore ce bon équilibrage qu'il n'a pas encore totalement retrouvé, je trouve. Donc ça va être intéressant à surveiller cette patience et surtout cette créativité, monter au filet, les amortis, les slices.
ça va être vraiment clé pour perturber Djokovic, lui donner des balles compliquées à attaquer. Il pourra d'ailleurs attaquer les secondes balles de Novak Djokovic au service où il peut avoir un petit peu de nervosité. Concernant Novak Djokovic, il va devoir continuer à bien servir ce qu'il a montré contre Yannick Sinner et contre Hubert Hurkacz. À la relance, je pense qu'il aura plein d'opportunités que d'habitude, de par le rebond qui est un petit peu moins haut, ce qui fait que le kitsch de son adversaire ne va pas prendre. Et là, Djokovic pourra se régaler également sur la seconde de Carlos Alcaraz. Il a été exposé sur sa seconde balle contre Alexander Zverev, donc là, Djokovic à la relance, il peut se faire plaisir, notamment avec des retours longs et profonds pour empêcher le plus 1 de Alcaraz côté coup 3 où il a cette préparation triangle très longue. Qu'est-ce que peut mettre en place d'autre Djokovic? Accès de jeu sur le coup droit de Carlos Alcaraz, notamment dans cette diagonale. On sait qu'en bout de course, Alcaraz, généralement, il peine et il va à la faute quand il fait un coup droit en bout de course. Donc ça sera à Djokovic de vraiment le déporter sur son côté coup droit pour ensuite l'attaquer plein revers. Ça, je pense qu'il sait très bien faire. Il n'a pas réussi à vraiment le mettre en place contre Yannick Sinner de par la patience de l'Italien et le fait qu'il ait bien progressé dans ce compartiment de jeu-là. Mais je pense qu'il va axer ça sur le coup droit de Carlos Alcaraz. Après avoir l'état de forme des deux joueurs, l'état de fatigue aussi qu'on a du mal à mesurer, Novak Djokovic a beaucoup plus joué cette semaine. Il a eu un jour de repos supplémentaire, mais il arrive peut-être un petit peu plus frais que Carlos Alcaraz, qui avait un état de fatigue quand même assez prolongé. Donc pas évident au niveau du pronostic. Je donne un petit avantage à Carlos Alcaraz, où je me vois s'imposer en 3-7, mais j'ai pas de grande conviction pour le coup. Là, je vais pas te le dire, c'est assuré. J'ai beaucoup moins de certitude dans cette affiche. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, je trouve, entre les deux joueurs qui ont rassuré, mais aussi qui ont inquiété à certains degrés différents. Donc, je vais aller sur un 3-7 avec un petit avantage pour Alcaraz que je vois sur ce match s'imposer par rapport à tout ce que je t'ai dit sur Novak Djokovic. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que toi tu en penses et je t'invite à aller voir cette vidéo où on a listé justement toutes les clés pour vaincre à coup sûr Novak Djokovic.